Quand on parle de pouvoir en Afrique, l'imaginaire collectif évoque presque toujours des rois, des guerriers, des empires et des conquêtes. Pourtant, dans l'ombre apparente de nombreux trônes africains, se tenait une figure fondamentale, parfois plus influente que le souverain lui-même, la reine-mère. Elle n'était pas simplement la mère du roi, ni une épouse honorifique, mais une institution à part entière, un pilier du système politique, social et spirituel africain. Comprendre l'histoire des reines-mères, c'est redécouvrir une Afrique où le pouvoir était pensé comme un équilibre entre les forces féminines et masculines, entre la transmission de la vie et l'exercice de l'autorité. Dans de nombreuses sociétés africaines anciennes, la légitimité du pouvoir ne reposait pas uniquement sur la force ou la conquête, mais sur la continuité du sang. Et ce sang, dans plusieurs cultures, était transmis par la mère. La reine-mère devenait alors la garante de la lignée royale, celle par qui la royauté était reconnue comme authentique. Sans elle, un roi pouvait être considéré comme usurpateur. Cette conception du pouvoir plaçait la maternité au cœur de l'État, non pas comme un rôle domestique, mais comme une fonction politique sacrée. Chez les peuples akans et particulièrement dans l'Empire Ashanti, la reine-mère occupait une place centrale dans le fonctionnement du royaume. La société étant matrilinéaire, c'est par la lignée maternelle que se transmettait le droit de régner. La reine-mère participait directement à la désignation du roi et possédait le pouvoir de remettre en question son règne, si celui-ci se montrait tyrannique, injuste ou incapable de protéger le peuple. Elle incarnait la mémoire de la dynastie, la gardienne des lois ancestrales et la conscience morale du pouvoir. La reine-mère Ashanti disposait de sa propre cour, de ses terres et de ses ressources. Elle recevait des délégations, arbitrait des conflits et protégeait les plus vulnérables. Son autorité ne venait pas d'un homme, mais des ancêtres. Elle parlait au nom de générations passées et futures. Lors des grandes cérémonies, sa présence était indispensable car elle symbolisait la continuité du royaume au-delà d'un simple règne. Dans le royaume du Dahomey, l'actuel Bénin, la reine-mère jouait un rôle tout aussi stratégique. Elle appartenait au cercle le plus restreint du pouvoir et influençait directement les décisions politiques et militaires. Certaines reines-mères administraient des territoires entiers, dirigeaient des cultes religieux et supervisaient des réseaux d'information essentiels à la sécurité du royaume. Leur intelligence politique était redoutée car elles maîtrisaient aussi bien les alliances que les rivalités internes. Dans ce royaume militarisé, la reine-mère représentait un contrepoids à la violence. Elle conseillait le roi sur la nécessité ou non d'entrer en guerre, sur la gestion des captifs et sur l'équilibre social. Sa parole pouvait tempérer l'ardeur guerrière et rappeler les conséquences spirituelles des décisions politiques. Elle incarnait la sagesse face à la force brute. Plus à l'est du continent, dans le royaume du Boganda, en Afrique des Grands Lacs, la reine-mère, connue sous le nom de Namasole, bénéficiait d'un statut presque sacré. Elle disposait de sa propre résidence, de serviteurs et de gardes personnels. Sa position la plaçait au-dessus de nombreuses autorités masculines. La Namasole pouvait intervenir dans les affaires de l'État, influencer les nominations et servir de médiatrice lors des crises politiques. Attenter à la reine-mère du Boganda était considéré comme un crime contre l'ordre cosmique. Elle représentait l'axe central du royaume, le lien entre le Kabaka, le roi et les ancêtres fondateurs. Sa mort ou son humiliation pouvait être interprétée comme un signe de déséquilibre profond, annonciateur de troubles. Dans les sociétés bantoues, la reine-mère n'était pas toujours visible dans l'espace public, mais son influence était omniprésente. Elle détenait une connaissance approfondie des traditions, des rites d'initiation et des généalogies. Elle transmettait les lois non écrites et veillait à leur respect. Son rôle consistait à maintenir l'harmonie entre le monde des humains et celui des esprits. Sans cette harmonie, le pouvoir politique perdait sa légitimité. La reine-mère était aussi une éducatrice. C'est elle qui formait le futur roi de l'enfance, lui inculquant les valeurs de retenue, de responsabilité et de respect du peuple. Elle lui rappelait constamment que le pouvoir n'était pas un privilège, mais une charge sacrée. Cette éducation maternelle façonnait des souverains conscients de leur rôle collectif. Contrairement aux clichés véhiculés par l'historiographie coloniale, les reines-mères africaines n'étaient pas confinées à la passivité. Elles étaient des stratèges, des diplomates et parfois des figures redoutées. Elles négociaient des alliances matrimoniales, prévenaient les complots et anticipaient les crises. Leur vision du pouvoir était souvent plus durable car elle s'inscrivait dans le temps long des lignées et non dans l'urgence d'un règne individuel. L'arrivée de la colonisation européenne a profondément bouleversé ces structures politiques. Les administrateurs coloniaux, influencés par une vision patriarcale du pouvoir, ont systématiquement ignoré ou marginalisé les reines-mères. Incapables de comprendre des systèmes où les femmes détenaient une autorité réelle, ils ont réduit la gouvernance africaine à des chefs masculins
masculins, souvent choisis ou imposés. Cette marginalisation n'était pas neutre. En écartant les reines-mères, les colonisateurs ont déséquilibré les mécanismes traditionnels de régulation du pouvoir. Les sociétés africaines ont perdu des figures de médiation, de sagesse et de stabilité. Les conflits internes se sont multipliés car les contre-pouvoirs traditionnels avaient été détruits. Dans certains cas, les reines-mères ont résisté à la colonisation, ouvertement ou de manière subtile. Elles ont protégé les traditions, transmis la mémoire historique et soutenu les mouvements de résistance. Leur rôle fut souvent effacé des récits officiels, mais leur influence a continué à se transmettre oralement. Aujourd'hui, l'histoire des reines-mères connaît une véritable redécouverte. Dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, notamment au Ghana, certaines reines-mères jouent encore un rôle actif dans la gouvernance locale. Elles interviennent dans la résolution des conflits, la promotion de l'éducation et la protection des droits des femmes et des enfants. Elles adaptent leur rôle ancestral aux réalités contemporaines. Redonner leur place aux reines-mères dans l'histoire africaine, ce n'est pas simplement corriger une injustice historique. C'est aussi comprendre que l'Afrique précoloniale possédait des systèmes politiques sophistiqués, équilibré et profondément humain. Des systèmes où le pouvoir ne se résumait pas à la domination, mais à la transmission, à la protection et à la responsabilité collective. Les reines-mères nous rappellent que le véritable pouvoir est celui qui prépare l'avenir. Elles étaient les gardiennes du temps long, de la mémoire et de la vie. À travers elles, l'Afrique nous enseigne que l'autorité la plus forte n'est pas toujours celle qui brandit l'épée, mais celle qui veille, conseille et transmet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.